Donc je vais d'abord vous présenter un petit peu notre entreprise Greenbot. C'est une PME qui a maintenant 8 ans. On est environ 40 personnes. On fait à peu près 4 millions de chiffres d'affaires. Nous sommes en très forte croissance. Et en effet, notre marché, c'est de développer des systèmes d'essai pour le monde du transport. Donc pour des voitures, pour des camions, pour des tracteurs, pour des engins agricoles, des engins militaires. Donc on va développer des essais pour ces véhicules. Première solution d'essai, c'est directement une cellule dans laquelle on va reproduire toutes les conditions de roulage que verrait le véhicule sur la route. Donc là, par exemple, dans cette cellule, on voit qu'on a des machines de charge qui sont connectées à chacune des roues, qui vont permettre de mettre de la charge sur les roues comme si le véhicule était dans une montée, par exemple. En même temps, on va pouvoir générer une circulation d'air pour reproduire le vent que va voir le véhicule en roulant. On peut mettre de l'humidité dans la cellule, on peut rajouter un ensoleillement. Et donc grâce à tout ça, on reproduit dans notre cellule d'essai de façon répétable toutes les conditions que verrait le véhicule sur la route. Et donc nous sommes les concepteurs et les fabricants de ces cellules d'essai. Nous en avons en plus dans nos locaux et nous les exploitons au quotidien pour nos clients. Quand je dis système d'essai global, c'est aussi qu'on peut développer par exemple un robot de conduite qui va remplacer le conducteur lorsqu'on met le véhicule dans la cellule d'essai. Alors il n'y a pas besoin de tenir le volant, c'est juste des actionneurs sur les pédales. Mais là encore, ça permet d'être répétable d'un essai à l'autre. Et donc lorsque un client veut mesurer l'impact d'une petite modification sur le véhicule, eh bien là on va pouvoir lui dire oui, cette modification a modifié la consommation ou la pollution du véhicule globalement, toutes choses égales par ailleurs. Et c'est ça qui est important. Alors que sur la route, ce serait beaucoup plus difficile. On va également développer des capteurs chez Greenbot. J'ai pris un exemple ici qui est un couple-mètre volant-moteur. J'en parlerai plus en détail juste après, mais l'idée c'est de venir mettre énormément de capteurs dans la voiture pour mesurer les flux énergétiques et donc là encore comprendre pourquoi telle huile moteur va impacter la consommation dans tel sens et pourquoi la pollution va être plus importante avec tel carburant plutôt qu'un autre, par exemple. Voilà un petit peu pour l'entreprise dans laquelle je travaille. Pour développer tout ça, on a un besoin assez fort finalement en simulation. Alors on a un bureau d'études en interne qui permet donc de développer les bancs, de développer les capteurs, de les intégrer dans les véhicules. Et donc dès lors qu'on veut développer un système comme celui-ci, il y a principalement 4 problématiques que je peux retirer. La première, c'est de faire des études statiques sur les pièces. Assez simplement, vérifier que ça ne casse pas, ou plutôt que ça ne plastifie pas, et mesurer les déformations. Donc telle pièce va avoir une flèche de tant de millimètres, ouais, ça va rentrer en collision avec un autre système, donc voilà. C'est ce genre de dimensionnement-là qu'on cherche à faire en statique. Deuxième problématique, je ne l'ai peut-être pas évoqué, mais nos cellules d'essai sont climatiques, c'est-à-dire qu'on peut contrôler la température entre moins 45 et plus 55 degrés. Donc il y a des fortes variations de température, ce qui va impliquer des problèmes de dilatation. Grâce à SolidWorks Simulation, on peut calculer ces dilatations et regarder les contraintes qu'elles engendrent, par exemple. Troisième problématique, des études vibratoires. Calculer les modes propres d'une structure, par exemple. De façon à ce que notre banc d'essai, lorsqu'il est en fonctionnement, ne vienne pas faire entrer en résonance toute la structure. Et dernière problématique, c'est directement de l'étude CFD, donc flow simulation. Par exemple, pour calculer la circulation d'air dans nos cellules d'essai, pour reproduire le vent du véhicule. Je vais me concentrer maintenant sur 2 problématiques, parce qu'on n'a pas le temps de tout regarder aujourd'hui. Mais la première, c'est l'étude statique. Donc, calculer les contraintes et les déformations dans une pièce. Je vais en parler en introduction. On va regarder comment on dimensionne un couple-mètre grâce à simulation. Alors, un couple-mètre, c'est un capteur qui mesure un couple. Et dans un véhicule, c'est très intéressant de mesurer un couple, parce que l'énergie mécanique, en général, elle est transmise grâce à un arbre tournant. Donc, la puissance, c'est directement un couple fois une vitesse. Donc si je connais le couple et la vitesse, je peux mesurer les différents flux de puissance mécanique dans ma voiture. Donc là, il y a par exemple 3 couplemètres qui sont intégrés couramment dans les véhicules qu'on teste. Donc le premier, c'est un couplemètre volant-moteur qui mesure le couple directement à la sortie du moteur. Le deuxième, là, c'est un couplemètre qu'on va intégrer au sein d'une poulie, de façon à mesurer par exemple le couple consommé par un compresseur de climatisation. Et le dernier, c'est un couplemètre qu'on monte sur les arbres de transmission, donc au plus proche des roues, de façon à voir l'énergie qui est finalement consommée par les roues effectivement. On va regarder en détail le dimensionnement du couplemètre volant-moteur. Là, je vous ai fait une petite vue éclatée, de façon à voir déjà où est-ce que ça s'intègre.
Donc là, on a notre bloc moteur, et ici, notre boîte de vitesse. Entre les deux, sur un véhicule assez classique, on va dire, on retrouve un volant moteur, dont la fonction est d'apporter une inertie pour lisser l'acyclisme généré par les combustions successives dans nos cylindres. Donc sur tous les véhicules, on retrouve ce volant moteur-là. Pour mesurer le couple directement en sortie du vilebrequin sur notre moteur, ce qu'on va faire chez Greenbot, c'est qu'on va intégrer un capteur au milieu du volant moteur. De cette façon, ce capteur, donc ici en violet, eh bien, il va subir les pics de couple qu'on voit ici. Là, par exemple, à chaque combustion de cylindre, on va générer un pic de couple. Et on va pouvoir mesurer en temps réel le couple instantané généré par le moteur. Donc, regardons maintenant comment on dimensionne un capteur comme celui-ci. Alors voilà le capteur, ou plutôt le corps d'épreuve qui va servir de base au capteur. En fait, un capteur qui mesure un effort ou un couple, c'est en général, enfin ça peut être un capteur à jauge de contrainte, comme cela. C'est-à-dire qu'on va avoir une pièce qui va se déformer lorsqu'on va appliquer du couple au milieu, par exemple, et chacune des branches, là, va se retrouver en cisaillement. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Lorsqu'on applique un couple, on va avoir une contrainte de cisaillement qui apparaît dans les poches. Chez Greenbot, on va venir coller ici un élément sensible qui s'appelle une jauge de contrainte et qui va mesurer ce taux de cisaillement. Ensuite, par un étalonnage, on va pouvoir lier le taux de cisaillement au couple appliqué. Grâce à un système de télémétrie, on peut faire remonter cette information à un système d'acquisition dans le véhicule. Et donc, le point clé du dimensionnement d'un tel élément, c'est d'avoir le bon niveau de contrainte au niveau des poches où sont collées nos jauges de contrainte. Donc pour ça, eh bien, on va développer un modèle sous simulation. Par exemple, ici, on va encastrer la sortie du vilebrequin et on va appliquer un couple sur la couronne extérieure, correspondant donc à la boîte de vitesse dans ce cas-là. Et on regarde le cisaillement dans nos poches. Et on va jouer sur la forme, sur les épaisseurs, sur la matière, pour avoir le bon niveau de cisaillement compatible avec la jauge de contrainte qu'on va coller dessus. Donc ça permet d'avoir les bonnes épaisseurs et la bonne géométrie pour qu'on mesure correctement l'information. Mais ensuite, il faut aussi s'assurer que cette pièce-là, qui finalement est très évidée, beaucoup moins massive que le volant d'origine, il faut s'assurer qu'elle ne va pas casser en fonctionnement. Parce que notre vilebrequin qui est censé tourner rond, quand on a une combustion d'un cylindre, on va le faire fléchir un petit peu par exemple. Et donc il faut s'assurer que, dans le cas d'une flexion du vilebrequin, comme par exemple ici, il faut s'assurer que la pièce ne va pas plastifier. Et donc là, c'est ce qu'on voit, notre pièce est déformée, pour autant le niveau de contrainte reste tout à fait admissible, très en dessous de la limite élastique du matériau. Voilà un petit peu pour l'étude statique d'une pièce. Donc là, c'est une pièce un petit peu complexe. Si on résume, SolidWorks Simulation me permet de valider que ma pièce ne va pas casser, et ensuite d'optimiser la géométrie pour être, on va dire, compatible avec la jauge de contrainte que je vais coller dedans. Et donc pour faire un capteur qui aura le bon niveau de précision, tout en restant, on va dire, cohérent dans la durée, c'est-à-dire ne pas avoir de rupture en fatigue après quelques heures de roulage. Deuxième problématique qu'on a chez nous, l'étude vibratoire, c'est-à-dire le calcul de mode propre, par exemple sur une structure. Donc là, je vais prendre l'exemple de dimensionnement d'un banc d'essai. Donc un banc d'essai, de manière générale, on a un composant à tester, par exemple ici un convertisseur de couple. De chaque côté, on va mettre un moteur électrique pour appliquer de la charge et voir comment ce composant se comporte. Tout ceci repose sur une structure, et c'est cet exemple-là que je vais détailler avec vous. Donc là, c'est un autre banc, un banc sur lequel on va tester des essieux de poids lourd ou de bus. Donc l'essieu, c'est directement l'organe qui va transmettre la puissance entre la boîte de vitesse et les roues. Vous pouvez juste revenir plus haut, s'il vous plaît. Voilà. Donc là encore, notre composant à tester est fourni par le client, et nous, on va développer un banc avec un moteur électrique, un réducteur, pour appliquer un couple à la place des roues si le véhicule roulait sur la route. Même chose de chaque côté. Je reviens encore en haut. Voilà. Là, il mesure 13 mètres de long. Et un moteur et un réducteur, l'ensemble fait environ 4 tonnes. Donc on a une structure très allongée, avec des masses assez importantes à chaque extrémité. Donc forcément, enfin, pas forcément, mais on peut supposer que cette structure-là va avoir un mode propre qui va avoir tendance à faire que la structure va se comporter comme une banane. Et donc il va falloir vérifier qu'en fonctionnement, on ne va pas exciter ce mode propre. Et c'est le point juste après. Voilà. Donc pour vérifier ça, j'ai monté un modèle sous SolidWorks Simulation en utilisant la version analyse modale.
Donc on retrouve notre poutre de 13 mètres de long dont je vous parlais, qui est modélisée ici avec un maillage hybride entre des poutres et des surfaces. Et on a ici on va dire des blocs sur lesquels on rajoute la masse des moteurs ou des réducteurs, ou alors de l'essieu à tester au milieu. Donc par exemple là c'est l'essieu du client, c'est une masse de 1000 kg positionnée à une hauteur de 350 mm dans ce référentiel-là. Et on fait de même pour le moteur et pour les réducteurs. On maille l'ensemble, et résultat, SolidWorks Simulation nous dit, premier mode propre, c'est en effet un mode qu'on va appeler flexion avec 2 nœuds, un ventre, donc mode 1. Il nous donne la valeur de la fréquence, et il fait de même pour le mode 2. Donc là, c'est une flexion avec... donc là, on a 3 nœuds et 2 ventres, et ainsi de suite. On a un mode de torsion également. Donc la poutre va faire le chewing-gum, le carambar. Puis enfin, si on va encore plus haut en fréquence, on va avoir l'apparition de modes dits de plaque. C'est-à-dire que c'est une tôle fine qui va se mettre à vibrer, et ça fait particulièrement... ça fait souvent du bruit, et c'est la cause du bruit d'une machine qui vibre en général. Donc là, grâce à SolidWorks Simulation, on connaît la fréquence à laquelle ces modes propres vont apparaître, et on connaît leur forme. Donc maintenant, mon objectif, c'est que ces modes propres-là, je ne les retrouve pas dans le fonctionnement de mon banc. Il est évident que si ça se met à se tordre comme un chewing-gum quand je fais ma mesure n'aura plus beaucoup de sens. Et de même, ma machine pourrait faire énormément de bruit, et ce n'est pas compatible avec le cahier des charges de mon client. Donc là, on peut jouer sur la forme de la structure. On va augmenter sa raideur, par exemple, pour décaler les modes propres vers le haut. Et ainsi, si nos modes propres sont au-delà des fréquences d'excitation par nos moteurs, eh bien on ne les excitera pas, et donc notre structure ne vibrera pas en fonctionnement. Ce qui me permet d'avoir une mesure qui a du sens, pas de déformation excessive et pas de bruit qu'on pourrait entendre lorsqu'on est en cours de fonctionnement. Voilà pour l'analyse modale. Donc qu'est-ce que tout ça m'apporte? Je l'ai déjà évoqué, mais on va faire une petite synthèse. Le gain numéro 1, c'est qu'on peut avoir des résultats qu'on n'arriverait pas à calculer à la main. C'est-à-dire que faire du calcul 0D ou 1D, on y arrive en général en mécanique. Dès lors qu'on veut faire du calcul 3D sur des formes complexes, on ne peut plus résoudre les équations à la main. On se retrouve vite avec des systèmes NN énormes, et donc on est obligé d'avoir recours à un soft type élément fini. Donc grâce à ça, je reprends l'exemple du couple mètre, on peut calculer des choses qu'on ne ferait pas sans simulation, et donc on a un design qui est plus pertinent, c'est-à-dire que je vais avoir exactement le bon niveau de contrainte sous ma jauge de contrainte. À la main, je ne saurais pas faire. Deuxième gain, je l'ai évoqué aussi, on peut faire des itérations numériques en phase de conception. C'est-à-dire que quand je vois que ma poutre elle se déforme à une fréquence trop basse, je peux augmenter la raideur et refaire un calcul jusqu'à trouver la fréquence au-delà de mon domaine de fonctionnement. Ce qui me permet de ne plus avoir beaucoup de prototypes avant d'avoir directement le banc d'essai conforme à la fonction qui lui est allouée. Donc je vais réduire mes délais et réduire mes coûts de conception, forcément, puisque je ne fais plus de prototypes. En général, chez Greenmot, on fait des bancs unitaires, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de série. On a un client qui nous demande un banc, on livre un banc. Et donc on ne peut pas se permettre de faire 3 ou 4 bancs avant d'être conforme à son cahier des charges. Donc grâce à la simulation, on arrive à faire ça du premier coup. Le gain 3, il me permet, en fait, SolidWorks Simulation me permet de comparer sur des modèles un peu plus simples les résultats éléments finis avec un résultat issu d'un calcul analytique. Et donc ça me donne confiance à la fois dans ce que me dit SolidWorks Simulation et dans mon modèle à la main. Je vais confronter les deux résultats et je vais dire ok, j'ai confiance dans le modèle que j'ai développé. Parce que même si SolidWorks Simulation il ne se trompe pas en résolvant les équations, il est quand même très dépendant des conditions limites qu'on applique. Si je mets une condition limite un peu différente, je vais avoir un résultat qui potentiellement peut être vraiment très différent. Et donc il faut avoir confiance dans ces résultats. Lorsque on signe en bas de la page et qu'on dit go, on lance en fabrication, comme je vous disais, on n'a qu'un essai, puisqu'on ne fait pas de prototype, donc il faut vraiment avoir confiance dans ces résultats. Le fait de pouvoir comparer les modèles, donc des modèles à la main pour avoir l'ordre 1, et puis un modèle élément fini qui permet de raffiner, si les deux disent la même chose, ah, j'ai confiance, allez, je signe, on lance en production. Et en général, ça se passe bien. Et le dernier gain, ça c'est plus, on va dire, une question d'utilisation. Tous ces modules que je vous ai présentés, ils sont intégrés à SolidWorks. C'est-à-dire que je conçois ma pièce,
et hop, je peux switcher en simulation en quelques secondes. Donc, comme c'est tout intégré, c'est vraiment user-friendly et ça donne beaucoup de simplicité, ce qui m'incite à l'utiliser fréquemment. Voilà, c'est pas quelque chose de lourd, donc je peux valider à chaque étape de ma conception, est-ce que j'ai les bons ordres de grandeur? Et bien là, oui, je peux le faire et je n'hésite pas à le faire. Voilà. Pourquoi Visiative? Alors, c'est ce que je disais, tout est intégré dans SolidWorks. Donc, simulation, mais également d'autres modules comme Flow, dont on a peu parlé aujourd'hui, MyCAD Tools, qui nous sert aussi au quotidien. Voilà, et donc tout ça forme une interface cohérente, 100% intégrée, donc c'est très appréciable. Deuxième point fort, c'est la mise à disposition de modules un peu spécifiques lorsqu'on a des besoins très ponctuels. Là, je prends l'exemple du module d'analyse statique non linéaire. On avait une pièce, c'est pas celle-là, mais une pièce un peu dans ce genre-là à simuler. Donc l'idée, c'était de regarder quel effort générait ma pièce lorsque j'appuyais au centre. Et bien ça, donc c'est une peau finalement, si j'appuie au milieu de ma peau, la géométrie va changer au fur et à mesure que j'appuie. Et plus j'appuie, plus la géométrie est différente. Et à la fin, la peau est tellement courbée qu'on est très différent de la géométrie d'origine. Donc si je calcule ceci avec un module linéaire standard, je calcule une seule fois la matrice de raideur, et une fois déformée, la matrice de raideur n'est plus la bonne. Donc mon résultat sera vraiment faux. Ça n'a pas de sens. Le module non linéaire, il permet de recalculer la matrice de raideur à chaque itération. Et donc, je déforme un petit peu, hop, je prends cette géométrie, je refais mon calcul sur cette géométrie. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui fait que j'arrive à avoir une valeur d'effort, une valeur de contrainte qui est beaucoup plus représentative de ce qui se passe dans la réalité. Donc ça, voilà, c'était un besoin, on a eu besoin de ce module pendant 2 semaines. Visiative nous l'a mis à disposition et on a pu effectuer les calculs qu'on voulait. On a lancé en production, ça a marché, vive la simulation. Je peux répondre à vos questions, bien sûr. Merci beaucoup. Avez-vous des questions? Non? En tout cas, merci beaucoup. C'est vrai que vous disiez tout à l'heure la facilité d'utilisation, l'intégration avec SolidWorks. C'est vraiment notre valeur ajoutée, c'est d'avoir vraiment, jusqu'à présent, enfin il y a encore 15 ans de ça, on parlait de la simulation comme étant des outils relativement complexes, destinés effectivement à des experts, avec des interfaces utilisateurs relativement compliquées. La philosophie de SolidWorks, depuis son lancement, a été d'avoir un outil à la fois puissant et simple à utiliser. Et pour la simulation, c'est pareil. Chaque fois que nous intégrons des solutions de simulation, on le fait avec le même état d'esprit, donc user-friendly, comme vous le disiez, et puis à la fois suffisamment puissant pour répondre à l'ensemble des problématiques. Et donc vous parliez également de simulation fluidique également. Oui. Vous utilisez Flow Simulation? Oui, tout à fait. D'accord. Comme je disais, dans nos cellules d'essai, on a une veine d'air qui va reproduire le grand véhicule. Donc pour simuler ça, Flow est un outil parfaitement adapté. D'accord. Et quel est le profil des gens qui l'utilisent? Ingénieur généraliste, on va dire. Ouais. Donc mon profil. D'accord. Ouais. Et voilà, on est quelques-uns seulement dans l'entreprise à faire ça. Ce qui est intéressant parce que on touche à tout, donc voilà, le fondement d'un logiciel élément fini, c'est toujours la même chose. On applique des conditions limites, on crée un maillage et on regarde les résultats. La valeur ajoutée de l'ingénieur, c'est de choisir les conditions limites qui correspondent à la réalité. Donc c'est de faire des hypothèses. Bien sûr. Et voilà, cette base, c'est la même qu'on fasse de la statique ou de la CFD. Ce qui est intéressant, ce que vous disiez, c'est que ça permet effectivement de réduire, voire de supprimer les prototypes, qui est appréciable et en gain financier également. C'est énorme. Avant la simulation, qu'est-ce qu'on faisait? On se basait sur l'expérience, et donc ça conduisait à surdimensionner en général les systèmes qu'on concevait. Ouais. Ou alors on se trompait, on cassait, il fallait refaire. Maintenant, on arrive, on va dire avec une efficacité assez redoutable, à tomber bon du premier coup.